Merci beaucoup Florence, merci pour votre accueil. Effectivement, je vais vous parler de deux thèmes principaux, vous avez dit Florence. Je vais m'attarder surtout sur le premier thème qui sont les causes. Et puisqu'ensuite on aura une partie de questions, je suis sûr qu'il y aura des questions qui colleront à l'actualité et auxquelles j'essaierai de répondre. Le thème, sur les affiches en tout cas, c'est la France fracturée, réconcilier l'économie et l'humain, donc je vais l'aborder avec ma lorgnette. Pas forcément d'accord avec ce que je vais vous dire, c'est donc l'occasion d'un débat. Mais je vais quand même me présenter. Donc je m'appelle Joseph Touvenel, ça vous l'avez entendu. Je travaille depuis l'âge de 16 ans et demi. J'ai commencé à travailler comme manœuvre chez un horticulteur. J'ai fait un certain nombre de tâches et de métiers différents. J'ai notamment été pendant 2 ans homme de ménage. C'était une très très bonne expérience humaine. C'est-à-dire que quand vous venez le matin pour vider les poubelles et nettoyer les toilettes ou tard le soir, il y a le regard des autres. Et le regard de l'autre, il peut être un regard d'ailleurs totalement absent puisque vous n'existez pas. Vous êtes un objet invisible. Vous avez un regard qui peut être un regard bienveillant, un regard normal. Vous avez un regard qui peut être méprisant. Et ce qui est intéressant, c'est que le regard méprisant ou bienveillant n'est pas lié au statut social de la personne qui vous regarde. C'est-à-dire que le regard méprisant ou bienveillant, il peut venir de quelqu'un qui a un poste très bas dans l'entreprise ou du PDG ou du sommet de l'entreprise. C'est pas partagé en fonction de son poste. Et en fait, c'est une très bonne expérience pour voir que c'est ce que nous sommes qui faisons les relations avec les autres, c'est pas la place qu'on occupe dans la société qui fait que nous sommes bienveillants ou malveillants. Ce qui, à mon sens, explose très rapidement ce qu'on appelle la lutte des classes. Et puis j'ai fait d'autres choses, et un jour, je me suis retrouvé absolument par hasard comme grouillot à la Bourse de Paris. J'étais garçon de recette. Alors c'est des métiers qui ont disparu, puisque la bourse maintenant est informatisée, mais garçon de recette, on demandait... allez, on va dire 2 qualités. Un peu le sens de l'orientation et 2, un peu d'honnêteté, puisqu'on se promenait dans Paris autour de la Bourse, autour de la Banque de France, avec une sacoche dans laquelle il pouvait y avoir des sommes très importantes en titres, voire même à l'époque, maintenant c'est interdit, mais à l'époque des lingots d'or et des pièces d'or, donc il fallait mieux avoir le sens de l'orientation pour ne pas se perdre avec la sacoche, et un peu d'honnêteté pour ne pas filer avec. Comme je réunissais à peu près ces 2 qualités, je suis resté à la Bourse où j'ai fait une petite carrière et effectivement j'ai siégé notamment 10 ans, 2 mandats de 5 ans, on ne peut pas en faire plus. C'est un mandat renouvelable de 5 ans à l'autorité des marchés financiers. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, en France, vous avez 12 juges en matière de délits boursiers. J'ai été pendant 10 ans un des 12. Ce qui me donne peut-être une vision du monde du travail, pas complète, parce que personne ne peut l'avoir, mais voilà, j'ai vu plusieurs bouts du monde du travail. Je suis le 7e dans ma famille. Alors je vous rassure, si à 16 ans et demi je suis allé travailler comme manœuvre chez un horticulteur, c'est pas du tout parce que mes pauvres parents ne pouvaient pas me payer des études, c'est parce que l'école m'a toujours profondément ennuyé, et dès que j'ai pu m'en sauver et en partir, je l'ai fait. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, voilà. Peut-être que c'était plus facile à cette époque que maintenant. Je suis issu d'une famille catholique sociale. Mon père était médecin, mon grand-père était médecin. Mon père a été, comme mon grand-père, médecin, notamment des prisons, par choix. Médecin libéral, mais allant en prison. Ça a été un des premiers médecins du travail en France, à une époque où il était mal vu par les médecins libéraux d'aller travailler en usine pour un médecin. D'ailleurs, l'ordre des médecins de l'époque, alors l'époque c'est avant-guerre, a essayé à un moment donné d'interdire les médecins du travail. On s'est un peu passé de mode. Mais voilà, mon éducation c'est celle-là. Et quand je dis social, je ne dis pas socialiste, ça n'a rien à voir. C'est pas une option politique, c'est une option dont je reviendrai sur le terme social au cours de cette conférence. J'ai fait du scoutisme, j'ai fait du bénévolat, et puis quand il y a 7 enfants dans une maison, bien forcément la maison est ouverte parce que les 7 ont des copains, des copines, donc ça rentre, ça sort, ça arrive, ça repart, ça machin, c'est très vivant, et ça apprend aussi un certain nombre de choses, et peut-être
un regard sur les autres un peu différent que quand on est tout seul. Alors c'est pas forcément mal ni bien, mais c'est plus facile d'être avec les autres quand on a été habitué dès son enfance. Donc notre sujet, fracture ou France fracturée. Et déjà, qu'est-ce qu'une fracture? C'est l'état de ce qui est rompu. En tout cas, c'est ce que nous dit le petit Robert. Et je reviendrai là-dessus. L'état de ce qui est rompu est intéressant, je trouve, pour comprendre la fracture en France ou d'ailleurs peut-être ailleurs. Cette fracture, elle peut être géographique. Il y a un géographe, Christophe Guilly, qui a écrit un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle La France périphérique. Et il décrit très bien cette fracture entre les villes, les beaux quartiers d'un certain nombre de villes, notamment la capitale, et puis la périphérie, un peu à l'abandon, et notamment sur les territoires et dans les campagnes. Ce qui explique, d'ailleurs il a écrit son livre avant le phénomène des Gilets jaunes, ce qui explique en partie le phénomène des Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes ont toute ma sympathie, je ne confonds pas les Gilets jaunes avec ce qui passe en boucle à la télévision, c'est-à-dire les 150 gauchistes énervés qui s'habillent Gilets jaunes et qui vont casser dans Paris dans un certain nombre de villes. Ça n'a rien à voir. Les 150 Black Blocs qui cassent tout, vous les avez eu encore à la manifestation aujourd'hui, vous les aviez quelques années avant, place de la République, à l'occasion de Nuit debout. C'est pas un phénomène nouveau. Les Gilets jaunes, à mon sens, et j'en ai rencontré un certain nombre, je suis allé sur les ronds-points, ce sont des gens qui ressentent cette fracture. Ce ne sont pas les plus pauvres, ce sont pour beaucoup des gens qui s'appauvrissent et qui surtout se disent « ça sera pire pour mes enfants » et qui rencontrent des problèmes très concrets. Et ce qui a été un des déclencheurs, rappelez-vous, c'était le prix de l'essence, les taxes qui augmentaient sur l'essence, et puis le fait que pour les voitures, le contrôle était alourdi et qu'on mettait de nouvelles conditions qui faisaient qu'un certain nombre de véhicules qui roulaient eh bien, sont maintenant immobilisés. Et pour des gens qui ont vu au cours des temps disparaître les services collectifs, notamment les transports, qui ont besoin absolument de leur voiture parce que, pour aller au travail quand ils ont un travail, mais pour aller faire leurs courses, parce que quand je suis dans un petit village, dans un bourg, les commerces sont fermés, et il faut bien que j'aille faire mes courses, donc j'ai besoin d'un véhicule, et quand on leur dit que l'essence augmente, pour un certain nombre, ça fait la bascule. Moi j'ai rencontré des gens qui, quand ils font un plein d'essence, ils ne font pas un plein, ils mettent au maximum 20 € parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre plus que 20 €. Et ils ont besoin de leur voiture. Et ça a été le déclencheur qui fait qu'une partie de la France a dit on en a assez, on ne nous respecte pas, on n'a plus confiance dans les politiques, on n'a plus confiance dans les syndicats, on ne connaît pas d'ailleurs globalement, on n'a plus confiance dans personne, sauf d'ailleurs dans une seule autorité, le maire. Globalement, il y a encore la confiance avec le maire, et pourquoi? Parce que le maire, c'est la proximité. Le maire, on le connaît. Le maire, il connaît nos problèmes, d'ailleurs il a les mêmes problèmes que nous, bien souvent, ou en tout cas, il en est proche. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin et un appel de respect des corps intermédiaires, et je reviendrai là-dessus sur le problème français qui a été, sous ce gouvernement et les précédents, petit à petit les corps intermédiaires, c'est-à-dire ce qui fait le lien entre la personne et le sommet et l'État, ont été laminés. D'où le problème de la représentation. Et quand vous ne laissez pas de régulation entre la personne et l'État, s'installe doucement la tyrannie. C'est-à-dire que l'État a un tel pouvoir qu'il peut tout imposer aux personnes. Et les personnes n'ont pas les moyens de lutter, juste au moment où elles se révoltent. Dans l'histoire, vous regardez un peu l'histoire de France ou l'histoire du monde, ça fonctionne très souvent comme ça, sauf qu'entre l'État tout-puissant et les personnes, vous avez les corps intermédiaires. Premier des corps intermédiaires, celui qui est attaqué violemment depuis des décennies, s'appelle la famille, par exemple. Et puis les corps intermédiaires, c'est aussi les corps politiques, ou les associations, ou les syndicats. Encore faut-il qu'ils soient respectés et pris en compte, et qu'on leur laisse leur espace de liberté et d'autonomie.
Et pour les Gilets jaunes, ce qui m'a frappé, c'est que comme beaucoup au départ, j'ai dit, tiens, les Gilets jaunes, c'est l'échec du syndicat. Eh bien, absolument pas. Les Gilets jaunes, c'est la démonstration qu'en France, les syndicats fonctionnent bien. Pourquoi? Parce que, regardez bien, vous n'avez pas de Gilets jaunes dans les entreprises. Et la raison, elle en est simple. L'intelligence collective que nous avons, et quand je parle d'un syndicat, je parle syndicats patronaux et syndicats de salariés, quelle que soit leur couleur. L'intelligence collective que nous avons dans nos entreprises, au quotidien, c'est de comprendre les problèmes et de les résoudre. Et ça, on n'en parle jamais. Et pourtant, la réalité syndicale dans notre pays, et je dis bien syndicats patronaux et syndicats de salariés, au quotidien, c'est ça. Et c'est une des forces de notre pays. Mais vous n'entendrez jamais parler. Vous entendez parler des syndicats que quand ça dérape, que quand il y a des grèves, des occupations, et tout le travail quotidien qui est fait par des milliers de personnes, où on a encore notre espace de liberté et d'autonomie dans l'entreprise, c'est encore nous, collectivement, qui fonctionnons et qui pouvons faire preuve d'autorité, qui pouvons bâtir des accords, signer des accords ou non. Eh bien, on s'aperçoit que ça fonctionne beaucoup mieux dans les entreprises, zéro gilet jaune, qu'au niveau de l'État, parce que ce corps intermédiaire peut encore fonctionner, bien qu'il soit de plus en plus encadré et de plus en plus... on nous retire de plus en plus, d'ailleurs, nos facultés et nos décisions. Exemple, ce qu'on appelait le 1% logement il y a quelques années, qui s'appelle maintenant... qui a changé de nom... Le 1% logement, c'était quoi? Ça a été fait pour aider les salariés à se loger. Donc un effort financier fait par les entreprises. Et quand je dis les entreprises, pour moi, c'est pas le patron, c'est pas le salarié, l'entreprise, c'est une communauté humaine. Donc quand l'entreprise paye, c'est l'ensemble de la communauté de travail qui paye. Eh bien, il y a eu un effort collectif décidé pour aider à se loger les salariés. C'était 1%. Et petit à petit, l'État a vu que c'était bien géré, qu'il y avait de l'argent, a mis la main dessus. Le 1% est devenu 0,8, 0,5, etc. Et aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, par Action Logement, l'État contrôle, c'est-à-dire qu'il y a eu une nationalisation de ces fonds privés par l'État, sans que d'ailleurs ça soulève... mais je trouve ça absolument anormal. Si l'on décide en commun de faire quelque chose avec notre argent, je ne reconnais pas le droit à l'État de venir mettre la main là-dessus, pour beaucoup moins bien gérer que nous pourrons le faire. Et donc voilà, vous avez cette fracture, et on reviendra peut-être s'il y a des questions sur les gilets jaunes tout à l'heure. Mais la deuxième partie sur l'affiche, c'était, après la France fracturée, réconcilier l'économie et l'humain. Et pour réconcilier l'économie et l'humain, j'aurais tendance à dire, ça veut dire réconcilier l'économie et le social. Pourquoi j'associe le social à l'humain? C'est parce que la racine de social, c'est le latin socialis, c'est-à-dire relatif aux alliés, de socius, compagnon. Donc on est au cœur de l'humain. Le social, c'est ça. On est compte relatif aux alliés, c'est-à-dire et compagnons, ce qui nous unit. Puis au XVIe siècle, d'ailleurs, c'est devenu, comme adjectif, ça voulait dire associé, être associé. Ensuite, ça a encore évolué et on a vu que c'est devenu, dans la représentation, comme définition, c'était qui forme une société ou un élément de société, qui constitue les hommes en communauté et en société. C'est ça la vraie définition du social. Définition qui est arrivée, celle-ci, au XVIe siècle, au XVIIIe, elle a encore évolué un peu, et c'est devenu relatif à une association de personnes ayant un but et des intérêts communs. Et donc d'un côté, vous avez ce qui est relatif à une association de personnes, donc à l'humain, et de l'autre côté, vous avez l'économie. Alors qu'est-ce que l'économie? L'économie, les racines de l'économie, c'est des racines grecques, mais le terme a été employé au XIVe siècle, l'art de bien gérer une maison. Puis au XVIIe, ça a aussi évolué, ça s'est élargi avec l'économie, deux notions de l'économie privée, c'est-à-dire gérer les biens d'un particulier, et l'économie publique, gérer les biens de l'État. Donc d'un côté, vous avez un instrument d'économie, et de l'autre côté, vous avez l'être humain, la communauté humaine. Et puis, les choses ont évolué. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit que la définition de l'économie, c'est la science qui a pour objet la connaissance des phénomènes
concernant la production, la distribution et la consommation de richesses des biens matériels dans la société humaine. Question: peut-on mettre sur un pied d'égalité ce qui est un instrument, ce qui est une science qui a pour objet de, et une communauté humaine? Eh bien, à mon sens, non. Et une des erreurs dans notre société, c'est que on met l'économie d'abord, ou au mieux on nous dit que ça doit fonctionner ensemble. Et j'ai rien contre l'économie, une bonne économie est nécessaire. Je ne suis pas un anticapitaliste. Le capital est utile. On a besoin de capital pour se développer. Mais il est utile comme un objet utile. Ce n'est pas un but, c'est un moyen. Alors que la communauté humaine, elle, est le but. Alors j'avais eu un débat il y a déjà quelques mois à la télévision avec un ultralibéral, un économiste ultralibéral. Alors, dans les termes, moi je suis un libéral, c'est-à-dire je suis pour la liberté d'entreprise, la liberté d'entreprendre, qui est bien supérieure à l'enfermement, on l'a vu avec le modèle communiste et le modèle soviétique, il n'y a pas photo, pour l'efficacité. Mais encore faut-il que cette liberté, comme toutes les libertés pour qu'elle puisse fonctionner et qu'elle ne devienne pas une tyrannie, soit encadrée. C'est la différence entre l'exercice, un sain exercice de la liberté et l'ultralibéralisme en économie qui est de dire laissez faire l'économie, laissez faire et ça ira mieux tout seul forcément, ce qu'on appelle la liberté du renard dans le poulailler. Eh bien, on ne peut pas mettre sur le même plan les deux choses. Et j'avais ce débat avec cet économiste ultralibéral et qui me disait mais non, le capital est nécessaire pour développer la société. Oui, d'accord. Mais c'est d'abord l'être humain qui est nécessaire. Et alors en fait, quand il faisait sa démonstration, comme on était tous les deux face à face, je me suis dit, ben, je vais faire une autre démonstration, je vais vous faire, là, vous voyez, hop, sortir un petit billet, je vais le mettre sur la table, c'est le capital. Vous avez 10 € de capital sur la table. Bien, je peux vous assurer que jusqu'à la fin de la soirée, s'il n'y a pas une activité humaine pour en faire quelque chose, il ne se sera rien passé. Il y aura toujours 10 € de capital là sur la table. La seule façon de développer et de faire croître le capital, c'est l'activité humaine. Et d'abord, il y a l'activité humaine, d'abord il y a notre intelligence, il y a notre travail qui permet de développer les richesses. Il n'y a pas d'abord la richesse financière. Et aujourd'hui, un des problèmes de nos économies, c'est que nos économies sont financiarisées et ne sont plus des économies au service du réel. Alors, comme je suis un syndicaliste, et que vous avez la chance de subir un syndicaliste ce soir, vous les subissez à la télévision, vous les subissez dans les grèves, et bien vous les subissez aussi ce soir à 110. Évidemment, mon approche, ça va être par ma lorgnette syndicale, et ma lorgnette syndicale, elle part dans le passé. Pourquoi elle part dans le passé? C'est parce que si on ne connaît pas son passé, si on ne connaît pas son histoire, on a beaucoup de mal à savoir qui l'on est, et donc on a beaucoup de mal à faire une analyse exacte de ce qui se passe pour pouvoir se projeter et construire l'avenir. Et on peut faire des petites expériences intéressantes. Par exemple, il y a, si vous voulez avoir un peu d'histoire de notre pays, vous allez sur Google, puis vous faites Wikipédia, et peut-être Histoire sociale de la France. Et c'est très intéressant, je l'ai encore vérifié cet après-midi avant de venir. L'histoire sociale de la France commence à la Révolution française. Eh bien, c'est faux. C'est totalement faux. Par contre, je pourrais vous dire, et je vais essayer de vous démontrer que la fracture, la grosse fracture est à la Révolution française, oui. La façon dont on a cassé ce qui existait, oui. Alors, comment on sait qu'il y avait un certain nombre de choses avant? Notamment parce que on a eu un roi de France qui s'appelait Saint-Louis. Vous savez que Saint-Louis, il y a l'image Saint-Louis sous son chêne qui rend la justice. Ben oui, Saint-Louis était un roi qui a mis beaucoup en avant la justice. Et il s'est rendu compte que pour rendre la justice, lui ou ceux qui travaillaient à rendre la justice,
notamment quand il y avait des conflits au sein d'un certain nombre de métiers, donc des corporations, ben, il était bien de connaître les règles de ces corporations pour pouvoir juger. Et en fait, les règles existaient, mais elles étaient de transmission orale, de père en fils, de maître à maître. Et donc Saint-Louis a demandé à un de ses amis, lequel il avait eu le temps de discuter, puisqu'ils avaient été tous les deux prisonniers des Sarrasins, Étienne Boileau, qu'il a nommé prévôt de Paris, il lui a donné comme travail de voir toutes les corporations et de leur faire mettre par écrit leurs règles. Nous sommes donc au XIIIe siècle, et il a été élaboré le livre des métiers, aux environs 1268, parce qu'il ne s'est pas fait en un jour. Et il était très, très intéressant. Alors il y avait trois parties dans ce livre, il y en a une qui a disparu, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas quand. Peut-être dans un incendie une époque, peut-être à la Révolution, et on ne sait pas. En tout cas, il reste deux parties. Et c'est très intéressant, c'est une démonstration qu'au niveau social, il existait des choses en France. Par exemple, si je prends l'exemple des orfèvres, eh bien les orfèvres avaient des règles pour la protection de la qualité, notamment de l'or et de l'argent sur lequel ils travaillaient, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui une appellation contrôlée ou des normes. Nous sommes au XIIIe siècle, il y avait déjà le contrôle, bien antérieur, mais là c'est écrit à partir de cette date-là. On met aussi une définition du prix du travail et la limitation de la durée de celui-ci. Qu'est-ce que c'est que la définition du prix du travail? Ça s'appelle un salaire minimum pour le travail que vous faites. Et la limitation de la durée de celui-ci, c'est la limitation de la durée du travail. Et d'ailleurs, il est précisé dans ce livre qu'aucun orfèvre ne peut travailler, ne peut œuvrer la nuit, si ce n'est d'ailleurs, par exception, à l'œuvre du roi. Évidemment, si le roi lui demande de faire quelque chose, il doit le faire, ou si l'évêque lui demande quelque chose, il doit le faire. Mais à part le roi, l'évêque, il n'a pas le droit de travailler la nuit, et on justifie pour deux raisons. La première, c'est que pour que le travail soit de qualité. Et la nuit, dans le Loir, à la chandelle, on ne fait pas un travail de qualité. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut un temps pour se reposer, et qu'on travaille mieux quand on est reposé. Et donc, on organise le travail en fonction de rythmes naturels qui sont liés notamment au temps de repos, à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, ces règles? Je prends l'exemple des orfèvres, mais les différents corps de métier ont leurs propres règles, qui sont à peu près similaires. Ça veut dire qu'on régule la concurrence. Ça veut dire qu'on accepte la concurrence, mais qu'on la régule par des règles communes, notamment les horaires ou la qualité des matériaux. Ce qui évite en partie la concurrence déloyale. Alors vous avez des choses, moi, qui me plaisent particulièrement. Par exemple, aucun orfèvre ne peut ouvrir sa forge les jours de fête d'apôtres. Alors les jours de fête d'apôtres, il y en avait énormément. Je vous rappellerai qu'en France, avant la mise en place de la 5e semaine de congés payés, sous l'Ancien Régime, il y avait plus de jours de repos que jusqu'à la 5e République, mise en place de la 5e semaine de congés payés, parce qu'il y avait toutes les fêtes locales, votives, nationales, machin, il y en avait énormément. Et donc aucun orfèvre ne peut ouvrir sa forge les jours de fête d'apôtres, à l'exclusion d'un atelier que chacun œuvre à son tour en ses fêtes et le dimanche. C'est-à-dire que c'est fermé, sauf un atelier, à tour de rôle. Mais, il y a une petite condition. Tous les gains de celui qui est ouvert sont déposés en la boîte de la confrérie des orfèvres. Et à quoi elle sert, cette boîte? L'argent sert à donner, chaque année, le jour de Pâques, un repas aux pauvres de l'Hôtel-Dieu à Paris. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais que les grandes surfaces qui ouvrent le dimanche mettent dans une caisse pour les pauvres l'ensemble de leurs bénéfices du dimanche. Ça serait une société plus civilisée, à mon sens. Et vous avez bien entendu un repas aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Paris. C'est-à-dire que l'Hôtel-Dieu existait. Et oui, l'Hôtel-Dieu, il existe depuis 651. C'est-à-dire qu'à Paris, sous la volonté et le dynamisme d'un évêque qui est devenu un saint, Saint Landry, il a été mis en place un lieu d'accueil, d'hospitalité et de charité pour les plus pauvres, dès 651. Alors tout ça était imparfait, bien sûr. Tout ça devait évoluer, d'accord. Mais que l'on ne nous raconte pas que c'est né un beau jour à la Révolution française. Ce n'est pas vrai. Par exemple, quand vous regardez l'histoire de Versailles, vous verrez que les charpentiers, les couvreurs, les tailleurs de pierre avaient un salaire minimum, mais
À un moment donné, la construction de Versailles, il y a eu une grève. Et quand le roi s'est aperçu, en plus Louis XIV, caractère peut-être un peu difficile quelquefois, enfin c'est ce qu'on nous dit, quand il s'est rendu compte que Versailles, pouf, c'était à l'arrêt, il a pris une petite colère, il a convoqué tous les responsables des corps de métier, et ils lui ont dit, mais sire, si on s'est arrêté, c'est parce que le contrat n'est pas respecté. Et quel contrat? Eh bien, le salaire qui doit nous être versé, le salaire minimum pour les différents corps de métier, n'est pas versé. Nous n'avons pas notre dû. D'ailleurs, le roi s'est fâché très fort, pas contre les corps de métier, mais contre ceux qui ne payaient pas ce qu'ils devaient payer aux ouvriers, aux compagnons. Et puis, il existait des caisses de secours. Quand je tombais du toit, si j'étais couvreur, et que je me tuais, il y avait une caisse de secours pour ma veuve, pour mes orphelins. Si je ne pouvais plus travailler, il y avait une caisse de secours qui me prenait en charge. Donc, encore une fois, tout ça était imparfait. D'ailleurs, le système des corporations avait, à mon sens, deux gros défauts. C'était qu'une fois qu'on était la corporation contrôlait tous les métiers, c'était un système monopolistique. Et ça, c'est toujours dangereux quand on laisse des monopoles, parce que ça freine notamment l'innovation et ça freine une concurrence qui peut donner des coups d'aiguillon pour faire bouger les choses. Donc il fallait que ça évolue. Mais une évolution, c'est pas forcément une révolution. Et une bonne évolution, c'est pas forcément mettre des têtes sur des pics. Et la grande rupture, elle vient de la révolution, effectivement, en tout cas en matière sociale. En matière sociale, il y a un brave avocat, un brave bourgeois, avocat de son état, maître Le Chapelier, qui aimait beaucoup les Lumières, et Jean-Jacques Rousseau notamment, puisque quand il a fait passer sa loi Le Chapelier en 1791, il a énormément cité Jean-Jacques Rousseau à la tribune. Et ce qui l'avait marqué dans les théories de Jean-Jacques Rousseau, c'est notamment la théorie du libre contrat. Alors vous allez comprendre, Jean-Jacques Rousseau, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'un homme qui arrive à écrire un traité sur l'éducation, et qui au fur et à mesure qu'il a des enfants, on les abandonne, me dit que c'est bien quand on a un peu de cohérence entre ses écrits et ses actes. Je crois que Jean-Jacques en manquait un peu, en tout cas pour son traité pour l'éducation, c'était un peu raté. Mais il a théorisé aussi sur le libre contrat. Et ça, c'est une petite musique qu'on entend encore aujourd'hui et qui revient un peu en force. Et qu'est-ce que c'est la théorie du libre contrat? Elle est assez séduisante comme théorie. Théorie du libre contrat, c'est-à-dire que nous sommes tous libres. Et effectivement, la Révolution a décrété les libertés. Et puisque nous sommes tous libres, on n'a absolument pas besoin de s'ennuyer, de s'embarrasser avec des textes qui encadrent, qui prévoient, qui régulent. Ça ne sert à rien puisqu'il y a la liberté. Je suis libre, vous êtes libre de contracter ou non. Et donc, la loi Le Chapelier, c'est on supprime toutes les corporations, chacun est libre, et donc chacun est libre de contracter avec l'autre. C'est juste oublier que entre celui qui peut donner du travail et celui qui a besoin de travailler pour vivre et faire vivre les siens, il n'y a absolument pas d'égalité. L'égalité est totalement viciée. Mais le principe a été mis. Il a été mis très, très, très fort, puisqu'on a considéré que si vous vouliez vous réunir à quelques-uns pour faire valoir des droits, pour dire, ben non, allez, notre profession, on avait un salaire minimum, on veut le garder, c'est devenu un délit. C'était le délit de coalition. Et d'ailleurs, les textes de loi, tout attroupement composé d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail seront tenus pour attroupements séditieux et comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique et punis selon toute la rigueur des lois. Je rappelle juste que la rigueur des lois à l'époque, c'était la guillotine, et puis après ça s'est un peu adouci, c'était la déportation, on n'allait pas se plaindre quand même. Et donc ça a été le départ de 150 ans, en gros, de grands malheurs de la classe ouvrière. Grand malheur de la classe ouvrière parce qu'en plus est arrivée l'industrialisation, et donc tous ceux qui vivaient à la campagne, quand ils sont passés dans l'industrie, ça a été réellement des conditions abominables. Les enfants dans les mines, ce n'est pas qu'une image. Il y avait des gamins de 5 ans qui étaient dans les mines. Alors évidemment, les gamins de 5 ans dans les mines, ils n'étaient pas avec la pioche. Non, les gamins de 5 ans dans les mines, souvent, ils agitaient des grands soufflets pour faire passer de l'air. D'ailleurs, il y a le docteur Villermé, qui est au 19e siècle, qui s'est penché sur ces problèmes, a écrit des articles
tout à fait prenant sur la misère de la classe ouvrière, sur ce qu'il a rencontré, notamment des enfants, des familles. Et il écrit dans les mines où il voit des enfants qui sont là dans le noir. Il raconte qu'un jour il descend dans une mine et puis il commence à entendre chanter en descendant. À un moment donné, il y a un petit bas-côté et il y a deux enfants qui sont là avec un soufflet. Et donc il discute avec eux. Il leur dit, mais je vous ai entendu chanter, pourquoi vous chantez? Et la petite fille lui dit, mais dès qu'on voit un peu de lumière qui arrive, on a moins peur, alors on chante. 19e siècle, la réalité. Elle était là, une réalité abominable. Et d'ailleurs, une des raisons qui a fait que les choses ont changé, ça a été les revendications, entre guillemets, des généraux de l'armée française, disant, mais la population jeune, normalement, et mâle, s'il devrait pouvoir se battre en cas de conflit, est dans un tel état de santé, un tel état avec ceux qui perdent une jambe, un bras en usine, que si on continue comme ça, si on a un conflit, on n'aura personne pour se battre. Et ça a fait réfléchir un certain nombre de politiques en disant, oui, il y a quand même quelques petites anomalies au passage. Mais cette grande misère qui a été réelle, pour vous donner des choses précises, par exemple, les manufacturiers de coton, qui avaient un salaire minimum, ont vu leur salaire réduit successivement, pour les ouvriers, d'un salaire de 20 sous par jour. Alors ne me demandez pas à quoi correspond 20 sous par jour à l'époque, hein. Mais de 20 sous par jour avant la Révolution, c'est passé à 13, à 12 et enfin à 8 sous. Ben oui, puisque libre contrat. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Mais si on part, on n'a plus de quoi se nourrir et nourrir les siens. C'était une société quand même d'une grande violence. Il a fallu attendre 1884 et la loi Waldeck-Rousseau pour que de nouveau soient autorisés les syndicats. Alors sous le Second Empire, sous Napoléon III, le délit de coalition a été supprimé. Les syndicats n'étaient pas autorisés, mais il y avait une petite tolérance qui avançait. Il a fallu la loi Waldeck-Rousseau pour de nouveau autoriser les syndicats. Alors, je vous rassure, autoriser les syndicats, ça n'a pas été jusqu'à leur donner la possibilité d'avoir des moyens, puisque quelqu'un dont je vais vous reparler, qui s'appelle Albert Demain, s'était battu à l'Assemblée nationale pour dire, c'est bien d'autoriser les syndicats, d'autoriser que les ouvriers, les employés, les paysans puissent se réunir et faire valoir ensemble des droits, mais il faut qu'ils puissent avoir des moyens, c'est-à-dire qu'ils puissent collecter de l'argent, qu'ils puissent avoir des locaux, donc passer un bail ou devenir propriétaire. Quand la loi Waldeck-Rousseau a été votée, on leur a refusé ces droits à pouvoir prendre des cotisations, avoir des biens immobiliers, etc. Bien que le combat n'était pas terminé, mais c'était déjà un grand pas en avant. Et sur ce terreau de grande misère, deux grandes branches syndicales se sont développées. La branche révolutionnaire, c'est la création de la CGT en 1895. Et alors, je peux comprendre, et je comprends que face à une violence aussi forte, face à des injustices aussi fortes, on se révolte. Et quelquefois, d'ailleurs, la révolte est nécessaire. Parce que quand vous avez vu les vôtres mourir à la tâche, subir des injustices flagrantes, vos parents, vos enfants, évidemment, vous avez la révolte. Mais l'histoire nous montre bien que la révolte, quand elle part dans la violence, quand c'est plus une juste révolte, mais quand elle part dans la violence, quand elle part dans la haine de l'autre, alors c'est jamais une société juste qui se met en place. Parce que c'est la loi du plus fort qui se met en place. Et la loi du plus fort, c'est rarement la loi du plus juste. Et ça, c'est la branche révolutionnaire. Et puis, il y a la branche sociale chrétienne, sur laquelle je vais m'étendre un peu, parce que je suis un social chrétien. La CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, article 1 de nos statuts, c'est notre référence à la doctrine sociale. Et puis parce que ce courant est trop méconnu. Alors que toutes nos grandes lois sociales sont principalement issues du courant social chrétien. Alors il y a eu, en 1891, le pape Léon XIII qui a publié une encyclique, Rerum Novarum, les choses nouvelles, qui est le premier texte moderne à portée mondiale, prenant la condition ouvrière
et l'économie en compte, et exposant ce que doit être à la fois la condition du travailleur, de l'ouvrier, du salarié, du patron et l'économie. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de relire ce texte, il est tout à fait d'actualité. Il y a quelques formules qui sont un peu vieillottes, obsolètes, mais le fond, on peut reprendre exactement Rerum Novarum de 1891. Et ça a été une petite révolution, notamment dans les milieux cathos. Ça a aidé beaucoup à s'engager. Mais vous n'avez pas attendu. Hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Léon Harmel, qui est un chef d'entreprise. Il a repris l'entreprise de son père. Son père était mort relativement tôt. À 25 ans, il reprend l'entreprise de son père. Donc nous sommes au 19e siècle. Son père avait déjà été quelqu'un d'assez social, puisqu'il avait ouvert des caisses de solidarité pour ses salariés. Et Léon Harmel est très novateur. Et notamment, ce qu'il a mis en place, donc nous sommes au 19e siècle, il a mis en place des conseils d'usine. Et que dit-il, Léon Harmel, à cette époque? Comment, en effet, un ouvrier peut-il s'intéresser à son travail si le patron le laisse ignorant de toute la marche de l'usine, s'il ne l'intègre pas, pour ainsi dire, dans tous les rouages, ne lui laisse pas l'initiative nécessaire au développement de sa personnalité? Toutes ces bontés en dehors de cela passeront à côté. C'est cela la générosité du riche vis-à-vis du pauvre. Ce ne sera plus la compréhension fraternelle, l'amour véritable. Et dans ces usines, il fait des conseils élus, donc ce qu'on appellerait maintenant des délégués du personnel, hein, qui se réunissent avec les dirigeants tous les 15 jours. Ils donnent leur avis sur toute modification concernant les salaires, les conditions de travail, les accidents, les conditions d'hygiène, l'apprentissage. Ils sont les interprètes de leurs camarades pour les réclamations qu'ils ont à faire au patron. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Eh bien oui. Léon Harmel a développé ces usines. Ils ont déposé énormément de brevets, puisque les gens se sentaient partie prenante. Alors c'était plus juste je vais travailler pour gagner de l'argent. C'était effectivement je travaille pour assurer un salaire, mais en plus je suis associé à la marche. Il y a une véritable communauté humaine. Et ils ont déposé énormément de brevets, des usines se sont ouvertes notamment à l'étranger. Alors c'était des filatures. Fin de l'expérience, la guerre de 14-18 étant passée par là, fin des entreprises de Léon Harmel. Et vous voyez que les socio-chrétiens n'ont pas à rougir, puisque les premiers à avoir, non pas que théorisé, mais avoir mis en pratique et avec réussite, ce sont des gens dont on ne parle quasiment jamais. Je vous ai cité Albert Demain, qui est un peu plus connu. Alors Albert Demain, je vous ai parlé d'un patron, non, je vais vous parler d'un politique. Politique qui, en 1884, à la Chambre des députés, a fait la déclaration suivante. Et vous me direz ensuite si c'est pas une déclaration qu'on pourrait faire aussi aujourd'hui. Depuis un siècle, des doctrines nouvelles se sont levées sur le monde. Des théories économiques l'ont envahi, qui ont proposé l'accroissement indéfini de la richesse comme le but suprême de l'ambition des hommes, et qui, ne tenant compte que de la valeur échangeable des choses, ont méconnu la nature du travail en l'avilissant au rang d'une marchandise qui se vend et s'achète au plus bas prix. On pourrait dire exactement la même chose aujourd'hui, concernant notre pays ou concernant d'autres pays. Il faut qu'on ait conscience que nos économies développées, et c'est pas un gros mot et c'est bien, sont aussi des économies qui traitent un certain nombre de personnes quasiment comme des objets. On en a acheté des marchandises au plus bas prix. Rappelez-vous, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, ça doit faire 3 ans, le Rana Plaza. Rana Plaza, c'était un immeuble qui s'appelait Rana Plaza au Bangladesh. Dans cet immeuble, il y avait des milliers de salariés qui travaillaient dans le textile. Puis l'immeuble était mal construit, il a commencé à se fissurer. Et un matin, les salariés ont dit « on ne rentre pas, ça va s'écrouler ». Alors eux, ils s'en sont toujours à la loi Le Chapelier, hein, la liberté. Et donc ils avaient la liberté de ne pas aller travailler, mais du coup, ils étaient à la rue. Ou de dire oui. Alors ils ont dit oui. Ils sont rentrés dans l'immeuble et maintenant vous pouvez regarder Rana Plaza, on vous dit environ 1200 morts. Environ parce qu'on ne sait même pas le nombre de personnes qui sont mortes dans l'écroulement du Rana Plaza. Mais derrière le Rana Plaza qui fabriquait des pulls, des chemises, qui étaient les donneurs d'ordre? Bien nous.
puisque vous avez des sociétés comme Benetton, qui étaient des donneuses d'ordre au Rana Plaza. Benetton, si jeune, si dynamique, si dans le move, faisait travailler des quasi-esclaves, dont environ 1200 sont morts, pour faire, peut-être, mon jean, ma chemise. On a une responsabilité. Et ce que dénonçait au XIXe siècle Albert Domin, on peut encore le dénoncer aujourd'hui. Et quand Albert Domin ajoutait « l'homme, l'être vivant avec son âme et son corps, a disparu devant le calcul du produit matériel, les liens sociaux ont été rompus, les devoirs réciproques ont été supprimés, l'intérêt national lui-même a été subordonné à la chimère des intérêts cosmopolites. Et c'est ainsi que la concurrence féconde, légitime, qui stimule, qui développe, qui est la nécessaire condition du succès, a été remplacée par une concurrence impitoyable, presque sauvage, qui jette fatalement tous ceux qu'elle entraîne dans cette extrémité qu'on appelle la lutte pour la vie. 1884. 2020, on pourrait écrire la même chose. Il suffit de penser au Rana Plaza et à bien d'autres. Et ces socio-chrétiens, dont notamment Albert Domin, comme il était législateur, qu'ont-ils porté comme petit texte de loi? L'interdiction du travail des enfants, le repos dominical, j'y reviendrai. La limitation de la durée de travail à 11 heures, dans un premier temps. Ah oui, parce que, puisqu'on est libre, il n'y avait plus de limitation de la durée de travail. Vous étiez libre de dire oui ou de dire non, vous étiez libre de travailler 15 heures, 18 heures par jour ou d'être à la rue. Donc la limitation de la durée de travail à 11 heures. Ensuite, quelques années plus tard, il a proposé la limitation de la durée du travail à 8 heures. Alors là, ça a été sous les colibets de l'Assemblée nationale. Il s'est fait huer parce que c'était invraisemblable de penser qu'on pouvait avoir des journées de 8 heures de travail. Et d'ailleurs, quand il a fait sa première proposition de limitation du durée de travail à 11 heures, qu'il a obtenue par la suite, mais tout ça, c'est pas obtenu du jour au lendemain, elle a été repoussée en commission par 8 voix contre 4. Et dans les 8 voix qui ont repoussé la limitation de la durée du travail à 11 heures, il y avait celle de 2 députés du Parti d'unité prolétarienne, ce qui m'amuse particulièrement, les camarades prolétariens trouvant que 11 heures, c'était trop peu. Il a été aussi à l'origine de demandes d'une législation internationale du travail, refusée par le gouvernement de Jules Ferry. Mais ceux qui ont tout de suite percuté à ce moment-là, ce sont nos amis suisses et les amis allemands, qui ont dit, mais oui, ça c'est une très bonne idée, une législation internationale, ça régulera les choses et ça évitera une concurrence viciée. Et eux-mêmes ont commencé à travailler, et c'est l'origine de l'idée de l'Organisation internationale du travail. Et puis des petites lois pour la protection contre la maladie et la vieillesse, c'est donc poser les principes de la retraite ouvrière et paysanne notamment. Le congé maternité de 4 semaines rémunérées pour les femmes enceintes et accouchées. Alors il a proposé en 1890, c'est passé dans les textes qu'en 1913, donc il a fallu se battre longtemps. Il a soutenu la fixation de l'idée d'un salaire minimum par la loi, en disant pour les catholiques sociaux, l'intervention de l'État dans ce domaine n'est ni abusive ni arbitraire. Eh bien, Albert Domin, qui avait son buste dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale jusqu'à quelques années, son buste a été enlevé il y a maintenant, de mémoire, 4 ans ou 5 ans. Sans doute que ce n'était pas un assez grand législateur. Mais surtout, il n'était pas dans le move. Puis, je vous ai parlé donc d'un patron, d'un homme politique. Ben, je vais vous parler d'une syndicaliste, Marie-Louise Rochebillard, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Marie-Louise Rochebillard, elle avait été dans son enfance, elle est lyonnaise, traumatisée un peu par les grandes grèves qu'elle avait vues, la violence de ces grèves. Il y a eu des grèves dans les soirées lyonnaises très très violentes avec des morts. Et ça a été à la fois sur l'injustice de la classe ouvrière et à la fois ce que pouvait entraîner la violence et le malheur qu'entraîne la violence. Et elle a créé en France les premiers syndicats féminins. Donc les premiers syndicats féminins en France sont des syndicats socio-chrétiens, à une époque où tous les 4 matins on nous dit que le féminisme c'est l'avenir de l'humanité. Eh bien j'aimerais rendre un petit hommage à celle qui a fondé les premiers syndicats féminins en France, Marie-Louise Rochebillard, qui écrivait d'ailleurs « Ce fut rude. Le mot syndicat n'étant compris que du petit nombre est reconnu, paraît-il, tout à fait anormal dans l'application pour de simples femmes, si ce n'est toutefois pour certaines au cerveau dit brûlé. » Et elle a créé, alors je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est pas le premier, c'est un des premiers mensuels féminins en France, mais je pense que c'est le premier, en 1901. Et son éditorial commence par « L'heure de la femme a sonné ». Eh bien vous voyez, elle avait un coup d'avance sur beaucoup. Hein. Et ce qu'elle a mis en place, c'est tout simple, mais je crois qu'on n'a pas fait mieux.
Dans les soirées lyonnaises où elle travaillait, eh bien, elle a commencé, quand elle a créé les syndicats, à mettre en place des cours pour apprendre à lire et à écrire. Oui, parce que quand on vous dit que vous avez la liberté de signer un contrat, encore faut-il comprendre ce contrat. Et puis, puisque vous avez une paye, il faut savoir compter. Alors, elle a mis en place des cours pour apprendre à compter, pour pouvoir vérifier sa paye. Et puis, elle s'est dit, mais il ne faut pas arrêter là. Si puisque vous apprenez à lire, à compter, mais je vais vous apprendre la comptabilité si vous voulez évoluer. Puis, vous voyez, nos filatures, elles sont rachetées. Elles sont rachetées. La bourse existait déjà. Alors, elle a mis en place des cours de bourse pour les salariés, pour ces femmes qui travaillaient dans les soirées. Vous voyez, la modernité de Marie-Louise Rochebillard, dont vous entendez quasiment jamais parler. En tout cas, pour ce soir, c'est fait. Et puis en 1919, création de la Confédération française des travailleurs chrétiens, donc il y a maintenant un peu plus d'un siècle, 1er novembre 1919. Un syndicat, le premier jour, il y a eu d'ailleurs un débat pour savoir si c'était un syndicat catholique. Alors à l'époque, il y avait des syndicats dans les régions, il y avait des syndicats catholiques, il y avait des syndicats autonomes, un certain nombre se sont réunis en disant, nous ne sommes pas marxistes, nous ne sommes pas pour la lutte des classes. On pense qu'il faut changer les choses. On pense que l'action sociale est quelque chose d'indispensable, qu'on doit combattre les injustices, mais pas par la violence. Et il y a des bons et des mauvais patrons, comme il y a des bons et des mauvais ouvriers, donc on ne veut pas opposer l'un à l'autre, mais on veut avancer ensemble. Et le premier jour, il y a eu un débat pour savoir si c'était un syndicat catholique ou un syndicat qui se référait à des valeurs. Et malgré ce qu'on raconte dans les facultés, ce que vous voyez sur Internet, etc., la CFTC s'est créée dès le premier jour comme un syndicat laïque et indépendant de tout parti, de toute église, pour une raison simple, c'est que quand tous ces syndicats se sont réunis à Paris pour faire une confédération, il y a les syndicats d'Alsace-Lorraine qui sont arrivés. 1919, ils avaient réintégré la nation française, et en Alsace-Lorraine, il y avait, comme il y a toujours, beaucoup de protestants. Et quand il y a eu les discussions, les protestants qui étaient là, on dit, mais ils ont protesté justement en disant, écoutez, nous on veut bien faire quelque chose ensemble, mais on ne peut pas être un syndicat de l'Église catholique puisqu'on n'est pas catholique. C'est quand même une bonne raison. Et donc il a été convenu à l'unanimité qu'on crée la Confédération française des travailleurs chrétiens qui à l'époque se référait à l'encyclique Rerum Novarum. Et puis après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, changement dans les statuts. Pourquoi changement? En disant on ne va pas se référer à un seul texte. Il y a d'autres textes, il y a des évolutions dans les textes, il y a de nouveaux apports. Et donc article 1 des statuts, nous nous inspirons de la morale sociale chrétienne. Aujourd'hui on dirait doctrine sociale de l'Église. Et donc c'était une organisation laïque qui s'inspire de la doctrine sociale de l'Église depuis donc 1919. Et je le dis parce que on nous dit qu'en 64, effectivement, en 64, il y a eu une crise interne et il y a eu une séparation avec la création de la CFDT. Et on vous dit de façon récurrente que cette crise, c'était la déconfessionnalisation. Ben, c'est juste pas possible. Parce que pour déconfessionnaliser quelque chose ou un mouvement, encore eût-il fallu qu'un jour il soit confessionnel. Et la CFTC n'a jamais été confessionnelle dès le premier jour de sa création en 1919. Le choix qui a été fait en 1964 par la CFDT, c'est un choix qui a été sur deux bases. Une base politique, c'est-à-dire que le syndicalisme devait faire de l'action politique et soutenir des partis. Et d'ailleurs, dès que la CFDT a été créée, elle a soutenu le Parti socialiste en appelant à voter pour les candidats aux élections, ce qui est son droit. Moi, je pense que le syndicalisme doit rester indépendant des partis. Mais les deux options sont possibles. Et le deuxième choix qui a été fait par la CFDT de l'époque, c'était un choix très révolutionnaire. D'ailleurs, c'était la partie socialiste révolutionnaire. Et ils ont doublé la CGT par la gauche. Rappelez-vous, c'était l'autogestion. Et d'ailleurs, il y a des écrits qui sont intéressants. Un petit bouquin dont vous parlez tout à l'heure sur l'histoire de la CFTC, j'ai retrouvé des petites perles, notamment d'un certain nombre de personnes qui ont œuvré pour la création de la CFDT, et c'est leur droit le plus strict. Mais quelqu'un comme Jacques Delors, par exemple, expliquant que mais non, le syndicalisme à la CFTC il était mauvais parce qu'on n'avait pas compris que le moteur du changement social, c'était la lutte des classes. Jacques Delors. Il est peut-être un peu revenu sur... mais c'était l'ambiance de l'époque. Et puis dans l'ambiance de l'époque, la CFTC, on a toujours voulu nous faire disparaître.
1919, création, et très rapidement, une partie du patronat, notamment du patronat du nord de la France, est allée à Rome, en posant plainte à Rome, en disant au pape interdisez ce syndicat, ce sont des chrétiens rouges, c'était le terme qui était employé. Alors Rome, qui est toujours très rapide, a mis quelques années avant de répondre, et la réponse de Rome ensuite est venue en disant mais de toute façon, c'est pas un mouvement d'église, donc on n'a pas d'autorité dessus, donc voilà, on ne peut pas interdire ou pas interdire, c'est pas la question, puisque c'est pas un mouvement d'église. Et deux, on va bien regarder ce qu'ils font, mais c'est très sympathique, hein, quand on voit la doctrine sociale de l'église, c'est tout à fait en cohérence, et il faut donc, nous on trouve que c'est bien de pouvoir les aider. Et puis dans le même temps, il y a les camarades de la CGT qui ont été devant le Conseil d'État pour demander d'interdire la CFTC en disant la CFTC n'est pas une organisation syndicale indépendante puisqu'elle se réfère à des valeurs qui sont des valeurs religieuses, non laïques. Et donc c'est une petite musique qu'on entend aussi un peu aujourd'hui là. Et donc comme ils sont pas entièrement laïques puisqu'ils se réfèrent à des valeurs spirituelles, il faut les interdire dans une république laïque, et le Conseil d'État a balayé ces arguments. Et donc d'où vient la fracture, puisque le titre c'est cette fracture française qui touche la société. Eh bien cette fracture, à mon sens, c'est pas une fracture gauche-droite. D'ailleurs aujourd'hui, si vous me demandez si je suis de gauche et si je suis de droite, je vous poserai la question, définissez-moi aujourd'hui ce qu'est la gauche, ou définissez-moi aujourd'hui ce qu'est la droite, et quand vous m'aurez répondu, je pourrai peut-être vous répondre. C'est pas cette fracture qu'on a connue à un moment donné, il y a quelques années, bloc de l'Ouest face au bloc de l'Est. Et là, je ne mets pas les deux blocs sur le même pied. Heureusement que l'Ouest a gagné par rapport à la dictature communiste. D'ailleurs, lisez Solzhenitsyn pour voir un peu les fondamentaux, et vous verrez, c'est très intéressant. Et Solzhenitsyn vient justement sur cette fracture de nos sociétés. Eh bien, la fracture, c'est pas une fracture économique. C'est celle qui coupe l'homme en deux, ou en tout cas qui refuse pour les uns de voir ce qu'est un être humain. C'est la fracture entre ceux qui affirment que l'être humain n'a qu'une valeur matérielle et qu'une dimension matérielle, et ceux qui affirment de l'autre côté que l'être humain a une double dimension, matérielle et spirituelle. Et la fracture de la société, elle vient de là. Si je laisse ceux qui pensent que l'être humain, et qui affirment que l'être humain n'a qu'une valeur matérielle et qu'une dimension matérielle, si je laisse agir, j'ai la très belle démonstration de ces joyeux mouvements totalitaires du XXe siècle, qui sont appelés le nazisme et le communisme. Je rappelle que ce sont deux grands mouvements laïques quand même, qui ont fait le bonheur de l'humanité. Mais aujourd'hui, si je laisse le matérialisme avancer comme il avance, c'est ça la fracture. C'est si je ne reconnais pas que dans chaque être humain, il y a une dimension de transcendance, quelque chose qui nous dépasse, alors je ne reconnais pas ce qu'est l'être humain, et je construis une société qui est une société totalement inhumaine, ce qui est tout à fait logique si je ne reconnais pas la double dimension de l'être humain. Et le fait de reconnaître que l'être humain a cette dimension matérielle et spirituelle, ça entraîne des choses, mais très concrètes dans le monde du travail. D'abord, la compréhension de ce qu'on peut avoir du travail. Est-ce que le travail, c'est une activité qui permet la production de biens et de services avec le capital, et qui est donc un facteur de production de l'économie? Là, ce que je vous dis, c'est la définition qu'on enseigne beaucoup en faculté. Voilà ce qu'est le travail, activité qui permet la production de biens et de services, qui avec le capital est un facteur de production de l'économie. C'est ce que nous racontent d'ailleurs en boucle souvent sur les plateaux télé, les économistes qui sont invités. Ben ça, c'est exactement une vision marxiste ou une vision ultralibérale, c'est-à-dire c'est une vision qui n'est pas une vision réelle, c'est une vision qui fait que le travail est réduit à être une marchandise. Eh bien, le travail n'est pas une marchandise. La valeur travail est bien au-delà, est bien supérieure. Travailler, ce n'est pas qu'apporter sa force intellectuelle et physique au service de l'économie, en contrepartie d'une rémunération, et c'est bien d'ailleurs, c'est pas le syndicaliste qui va cracher sur la rémunération. Mais dans ces cas-là, on considère que l'homme n'est qu'un outil, un simple instrument de production, disait Jean-Paul II. Eh bien non. Travailler, c'est participer à l'œuvre commune.
Par le travail, je me réalise. C'est un acte social d'ailleurs. Je travaille avec les autres et je travaille pour les autres. Par mon travail, j'acquiers mon indépendance aussi. Donc là, l'indépendance, c'est un véritable chemin vers la liberté pour pouvoir faire des choix. Mon indépendance économique, je peux fonder un foyer si je le souhaite, j'en acquiers les moyens. Je grandis en dignité, je me révèle par mon travail. Parce que cette notion chrétienne du travail, c'est la participation à une œuvre. Et ça change tout. C'est le sens du travail. Et quand je dis participer à une œuvre, évidemment, il y a des œuvres qui sont plus enthousiasmantes, qui sont plus visibles. Mais je vous ai dit que pendant 2 ans, j'avais été homme de ménage. Mais je participais à une œuvre. Je savais que si je faisais bien mon travail, les gens qui allaient travailler ensuite derrière dans les bureaux que j'avais nettoyés, eh bien c'était plus agréable pour eux. Mon travail avait du sens. Comme tout travail qui a du sens. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Ce sens du travail au service de l'être humain et de la société. Et pour le catholique, c'est très très fort, puisqu'on nous dit que par le travail, je suis co-créateur. Alors on a le droit d'être croyant ou non croyant, hein, mais imaginez, si vous êtes catholique, ou imaginez si vous ne l'êtes pas, ce qu'est un catholique, et qu'on lui dit que quand il travaille, il est co-créateur, c'est-à-dire qu'on le met quasiment à la même hauteur que Dieu. Ça a quand même une autre valeur qu'être juste un outil de production. Et la fracture, elle est là. Si on nous fait croire que nous ne sommes qu'un outil, qu'un bien matériel, comme tout bien matériel, à un moment donné, d'ailleurs, on peut le jeter, c'est ce qui arrive à un certain nombre de personnes, de salariés, qui sont considérés comme des produits quasiment jetables. Et je visitais il y a quelque temps une usine Lacoste, qui est toujours en France, à Troyes. Et les conditions de travail sont bonnes, les salaires sont bons, surtout dans un bassin d'emploi qui est un peu difficile. Et que, comme disait la direction, leur difficulté, c'est d'embaucher des gens. Ils les forment, parce qu'il n'y a plus de centre de formation. Ils les forment pour que le travail soit bien fait. Plus c'est très intéressant parce qu'ils font venir la laine et ils font tout à partir de la laine, ils font les teintes, enfin, il y a tout un circuit de production particulièrement intéressant. Mais ils ont du mal à recruter et la DRH me disait, elle est du coin, elle a très bien compris pourquoi. Mais la difficulté, c'est que si on veut avoir des jeunes, des gens qui viennent, ils ont été tellement traumatisés par la façon dont avaient traité leurs parents, qui du jour au lendemain, des gens qui étaient des travailleurs, durs à la tâche, qui ne se plaignaient pas, qui du jour au lendemain leur a dit ben, « c'est terminé les gars, dehors, allez hop, cash chômage sans avenir ». Ça c'est un vrai traumatisme qui suit les générations. Je ne veux pas être traité comme un produit jetable comme ont été traités mes parents. Il dit notre boulot, c'est de leur dire non mais vous ne serez pas traité comme un produit jetable, faites-nous confiance, on vous forme, vous avez... Et vous voyez l'importance de l'histoire, comment elle s'accroche aux esprits, elle s'accroche et comment elle fait ou elle ne fait pas les choses. Et donc, il faut, à mon sens, si on veut arriver à atténuer, à supprimer la fracture que nous avons, retrouver le sens de la valeur travail, c'est-à-dire le respect de chacun, de la participation à une œuvre, et évidemment, tout travail mérite un salaire. Je vais revenir au Moyen-Âge, sur des choses toutes basiques. Alors je sais bien, c'est un dangereux étranger qui avait théorisé à l'époque sur le juste salaire. Saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, Moyen-Âge, que disait-il? Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille est épargnée. Voilà la tradition chrétienne. Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement. Aujourd'hui, est-ce que chacun, par son labeur, peut vivre dignement? Est-ce que le travail est suffisamment rémunéré partout? Ben, j'ai passé mon 25 décembre avec mon épouse dans un centre qui s'occupe de personnes handicapées. Il y a des gens qui travaillent là, qui font un travail extraordinaire, qui font un travail où évidemment ils ne comptent pas leurs horaires puisqu'ils sont installés dans les mêmes pavillons que les personnes handicapées et quand quelqu'un a une crise la nuit, quand quelqu'un... ils y vont, ils s'en occupent. Mais si je compare leur salaire, leur rémunération, c'est-à-dire que la reconnaissance matérielle qu'on apporte à leurs tâches,
si je la compare au salaire que j'ai vu sur les marchés financiers, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Très honnêtement, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Et je ne suis pas tout le monde le même salaire. Je comprends qu'il y ait des échelles de salaire en fonction des responsabilités, etc. Mais là, on est dans une société qui, pour un certain nombre, dysfonctionne totalement avec une finance qui a pris la main et qui tue nos économies et qui tue nos emplois. Et qui ne rémunère pas suffisamment des gens qui mériteraient quand même d'être mieux rémunérés. Et puisque je vous ai parlé du travail et de la notion un peu chrétienne du travail, si vous avez la curiosité d'ouvrir le compendium de doctrine sociale de l'Église, un bouquin comme ça, alors ça ne se lit pas de A à Z, mais de temps en temps on peut s'y référer sur tel et tel sujet, et c'est toujours très très intéressant et passionnant. Si vous avez curiosité d'aller voir au travail, dites tiens, qu'est-ce qu'on dit de la valeur travail? Et là vous dites, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Ils avaient picolé à Rome quand ils ont écrit. Ça commence, le sommet de l'enseignement biblique sur le travail et le commandement du repos sabbatique. Parce que vous dites, qu'est-ce qu'ils racontent là? Le sommet du travail, c'est le repos. Et ils expliquent très bien. Le repos ouvre à l'homme, lié à la nécessité du travail, une liberté plus pleine. La mémoire et l'expérience du sabbat constituent un rempart contre l'asservissement au travail, volontaire ou imposé, et contre toute forme d'exploitation larvée ou évidente. C'est-à-dire que notre société, qui pendant des siècles avait posé le repos dominical, c'est-à-dire un temps où la production et la consommation sont entre parenthèses pour permettre la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle. Ce n'était qu'un acte de sagesse. Ce n'était que la reconnaissance de la valeur travail. Parce que si je prends le temps de la réflexion, le temps de me retrouver, avec les miens, d'abord je suis plus efficace. Mais je ne suis pas pris dans cet enchaînement qui devient un enchaînement complètement désastreux, où je suis pris dans une machine à consommer et à produire qui ne s'arrête plus. D'ailleurs, on nous dit que maintenant, le dimanche, c'est normal que les grandes surfaces ouvrent, alors que nous avions un équilibre. Le dimanche, personne ne veut faire fermer nos bouchers, nos boulangers. Et au contraire, on veut les défendre et défendre nos marchés traditionnels. L'enjeu aujourd'hui, c'est les grandes surfaces et les centres commerciaux. Et c'est ceux qui nous disent, mais il faut pouvoir ouvrir jusqu'à 22h, 23h, 24h sur 24. Bien saigner aussi notre humanité. Saigner le fait que nous avons besoin de repos et de temps collectif pour ce repos. Parce que certains disent, mais c'est pas la peine d'avoir tous le même jour. Certains en repos le vendredi, d'autres le jeudi, d'autres... Oui, d'accord, très bien. Il se trouve que j'ai fait un peu de rugby dans ma jeunesse. Je vous assure que pour mettre 15 gaillards à droite, 15 gaillards à gauche, des arbitres au milieu et de préférence des spectateurs autour, il faut mieux globalement avoir le même temps de repos. Et donc je remercie tous ceux qui, pour nous permettre, le dimanche, d'aller faire notre marché, d'avoir d'autres activités, qui travaillent pour assurer notre sécurité, notre santé, nos loisirs. Eux, je les remercie. Mais ça doit rester l'exception. Et non pas devenir la règle, comme on est en train de le faire. Cette règle qui nie notre humanité et ce temps nécessaire pour se retrouver, c'est-à-dire l'affirmation que nous ne sommes pas que des animaux ou que des machines, mais que nous avons une dimension de transcendance et que nous avons besoin de temps, et de temps avec les autres, pour affirmer cette transcendance. Et d'ailleurs, Simone Veil, la philosophe, à propos du travail, et du mauvais côté du travail, disait que gouverné par la nécessité et non par la finalité, on l'exécute à cause d'un besoin et non en vue d'un bien. Eh bien, notre société souffre d'exécuter le travail uniquement sur le caractère besoin et non pas en vue d'un bien. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je vais vous laisser poser toutes les questions que vous voulez poser. Et si vous voulez dire, pour toute fois qu'on a un syndicaliste en face de nous, il y en a ras-le-bol des grèves et des machins, c'est le moment. Merci. Donc, je vais passer le micro à qui veut. Donc, le sujet peut être le syndicalisme, ou peut-être aussi... Le sujet d'actualité. Un sujet d'actualité. Au hasard, les retraites. Sur le syndicalisme, c'était juste une réflexion.
Effectivement, quand j'ai découvert qu'à la CFTC, dans les années 70, les gens travaillaient les encycliques, alors que nous n'étions pas capables de les lire, ça m'avait quand même impressionné. Et donc voilà. Ah, pardon. C'était juste ça. Donc c'est plus une remarque finalement qu'une question. On va peut-être passer à une question. Peut-être une remarque après. Vous voulez réagir tout de suite? Non, allez-y. Oui, non, c'est... Par rapport à votre exposé, quelle est la solution? Quelle est la solution? Parce que les syndicats sont pas, l'économie Il faut mettre tout ça, donc quelle est la solution? C'est pour ça que je suis venu ce soir. Très ambitieux. Alors, si, ça marche, mais il faut parler près. Hein. Bah déjà, je vous félicite. Je pense que vous n'êtes pas venu en train. Je vous signale que quand même, actuellement, il y a des gens qui s'évanouissent dans les wagons, tellement ils sont compressés. Hein, ça fait quand même bientôt 1 mois et demi. Et sur la ligne Paris-Creil, c'est tous les jours. Tous les jours. Bon, maintenant, c'est SNCF et ça. Qu'est-ce qu'on fait? On les attaque au tribunal de commerce? Ça, il faudrait peut-être étudier ça avec votre service juridique. Maintenant, c'est plus un EPIC, c'est une société anonyme, et ça, qui fait de la tromperie manifeste. On paye des abonnements et on n'est pas servi. Alors ça, il faudrait peut-être étudier la question. Alors ça, c'est la première chose. Après, moi, je suis d'une famille du textile. Hein. Mes parents avaient 1500 métiers. Ils faisaient vivre 10 000 personnes. Hein. Bon, ça a été voulu, tout ça. C'est Giscard avec l'accord multifibre. Hein, on a ouvert au grand vent la France, exactement comme actuellement avec les betteraves. Hein. La betterave, maintenant, c'est 20 € la tonne. Hein, parce qu'on a ouvert au grand vent. La chemise que je porte, elle est faite au Cambodge à 1 €. On l'a voulu. Moi, je sais, les salaires que servaient mes parents, eh bien, pour aujourd'hui, c'est autour de 2000 €. Quand j'ai démarré petit con comme vous, moi, il m'a dit, mon père, il faut que tu touches 10 000 francs. Ça veut dire qu'à l'époque, au moindre imbécile, il donnait 10 000 francs. Alors, vous convertissez, c'est à peu près 2200 €. Tout ça, ça a été voulu. Et on ne peut pas nous accuser, nous, Français, d'avoir donné notre industrie gratos aux Cambodgiens, aux Chinois, et en plus nous reprocher que malheureusement ça s'effondre. Parce que je peux vous garantir que l'industrie française, il y avait une espèce de partenariat avec les syndicats et les patrons, et jamais ils auraient accepté de faire travailler des ouvriers comme ça. Jamais. Bon, maintenant, c'est ça qu'ils veulent. Hein, moi, je ne peux pas empêcher les patrons de Chine de faire des usines qui s'effondrent. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais je pense que nous, Français, on doit aussi avoir la sagesse de ne pas toujours se reprocher des choses pour lesquelles on est pour rien. Pour rien, pour rien. C'est Giscard qui a voulu l'accord multifibre, hein. C'est lui. Mais il n'était pas obligé d'accepter, hein. En 1 an et demi, tout le textile français a disparu. Alors je sais bien que ça agace, hein. C'est bien, ça agace. Donc finalement, oui, on revient sur finalement que faire alors. Alors, je suis une première remarque par rapport à l'étude des encycliques. C'est un de mes soucis par rapport à l'avenir de la Confédération française des travailleurs chrétiens, c'est que pour moi, on a de raison d'être. Aujourd'hui, on pèse en gros 10% dans le paysage syndical. Dans les élections, on fait 10%. On a des points forts, des points faibles. Dans tout ce qui est gros services publics, on est epsilon. Et on est bon en PME, en grosse PME, et on se développe dans les nouvelles technologies, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis on a des secteurs géographiques forts, des secteurs géographiques faibles. Mais si on abandonne notre référence, on n'a aucune raison d'être. C'est une des raisons du bouquin que j'ai écrit. Nous n'avons de raison d'être que par l'affirmation et par la mise en pratique de la doctrine sociale. Sinon, c'est pas la peine d'avoir un syndicat de plus qui fera la même chose que les autres. Et ça, c'est un souci en interne. Dans une société qui connaît de moins en moins ses valeurs, il est beaucoup plus difficile de les faire passer, surtout quand en interne, on fait de moins en moins le travail de formation qui doit être fait. Je ferme la parenthèse. Et effectivement, les études des encycliques, d'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est de voir, quand on fait des formations
Tout le monde, malheureusement, ne les fait pas. Mais en tout cas, je suis le patron direct de Paris, ça se fait sur Paris. Vous réunissez des gens à la CFTC, les cathos sont une minorité, comme dans le pays. Il y a des gens de toute religion, il y a des gens sans religion, il y a des musulmans, il y a des juifs, ça c'est pas un problème. Mais quand on travaille sur ces textes, c'est très intéressant de travailler avec des musulmans sur les encycliques, parce qu'on découvre ensemble un certain nombre de choses, et c'est passionnant, intellectuellement, humainement, c'est très riche, c'est très bien. Donc voilà. Mais j'ai un souci en interne, c'est qu'on continue à le faire, et c'est pas partout comme ça. Alors, sur solution, je vais y répondre en faisant le lien avec les remarques sur le textile. Avant, petite chose sur les grèves de SNCF, les blocages, etc. Ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver en gros si vous allez sur le site de la CFTC Paris. Vous faites CFTC Paris, il y a un site, et vous allez trouver des passages que j'ai fait la semaine dernière ou la semaine d'avant sur LCI, sur CNews, etc. Où je dis parfaitement ce que je pense de ces grèves. Je pense que le projet, en tout cas ce qu'on en connaît sur les retraites, est un mauvais projet. La méthode est exécrable et le fond n'est pas bon. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais pour nous, la grève, c'est le dernier recours. Et le dernier recours, d'abord, il faut que le motif soit suffisant pour se mettre en grève, bien sûr. Et on doit examiner les conséquences pour l'entreprise, mais quand je suis en service public, pour les usagers. Et j'estime qu'aujourd'hui, le blocage des transports n'est pas normal. On est dans un rapport de force, on est dans un combat de coq qui est tout à fait négatif. À ma connaissance, les cheminots ne vont pas être fusillés demain matin, ils ne vont pas perdre leur boulot demain matin, alors qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, à cause des grèves, perdent leur travail. Et ça, c'est aussi un appel à la responsabilité. On peut être contre, on peut manifester, et je pense que les grèves, les blocages apportent des inconvénients tels, mais à des centaines de milliers de personnes, notamment des salariés, mais pas que, des salariés, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées qui sont bloquées, des entreprises qui peuvent plus tourner, et je suis totalement contre le blocage, qui est une méthode révolutionnaire. Pour terminer sur la SNCF, oui, la SNCF est quand même un service public aujourd'hui. C'est toujours le gouvernement d'aujourd'hui et d'hier qui est à la tête de la SNCF. Mais c'est une maison qui, depuis très longtemps, dysfonctionne. On a en France quelque chose d'intelligent qui s'appelle le préavis de grève. C'est quoi le préavis de grève? Qui est obligatoire pour tout ce qui est fonction publique et pour tout ce qui est SNCF et RATP, qui n'est pas la fonction publique, il ne faut pas les confondre, ce ne sont pas des fonctionnaires. Mais ils ont un préavis. Le préavis, c'est intelligent, c'est poser le principe de dire, voilà, s'il y a un sujet grave, fort, avec des gens qui disent, si on ne le règle pas, on va arrêter le travail. Normalement, c'est un sujet grave. On n'arrête pas le travail tout de suite. Il y a 3 jours pour en parler, pour négocier, pour trouver la solution. Ça, c'est bien. Mais c'est sur le papier. Comment ça se passe dans la réalité? Et la responsabilité, c'est une co-responsabilité entre les syndicats révolutionnaires et la direction de la SNCF. Et donc le politique. Ça fait des années que le jeu, c'est de dire, je vais me mettre en grève, je dépose mon préavis, alors là, personne ne bouge. Côté de la direction, on attend de savoir si ça bloque ou si ça bloque pas. Si ça bloque, on en parle, si ça bloque pas, on n'en parle pas. C'est catastrophique. On est exactement dans le rapport de force permanent, et c'est jamais le rapport le plus intelligent. Voilà comment la SNCF a construit ses rapports sociaux. Mais la responsabilité, elle en est à ses syndicats, mais aussi à la direction. Et je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer comment cette direction peut dysfonctionner, comment elle ne peut ne pas être respectée par ses salariés. Il se trouve que je suis syndicaliste, mais dans ma vie j'ai fait pas mal de choses. Je suis aussi un ancien commando parachutiste et je suis commandant parachutiste. Et donc, dans ce cadre-là, il m'est arrivé d'aller en petit comité à Bruxelles, au siège de l'OTAN. On est allé en Thalys, après on nous a pris en charge, on est allé à l'OTAN, on a fait ce qu'on devait y faire, et puis à la fin de la journée, il y avait un pot, très bien, et un des généraux français qui était avec nous rencontre le général von Machin qu'il a connu en Bosnie, et hop, on se reprend une coupe de champagne, et on part en retard. On prend le car en retard, et on voit que on va rater notre Thalys.
Il n'y avait rien de... Voilà, on ratait le Thalys, ben on fait comme ceux qui ont raté le Thalys, on prend le suivant, celui d'après. Personne n'avait d'impératif, la France n'était pas attaquée, et nous avions avec nous le numéro 3 de la SNCF. Alors il a pris son téléphone, il a appelé, et il a bloqué en gare de Bruxelles 20 minutes un Thalys, pour une poignée de guignols qui avait bu une coupe de champagne supplémentaire. 20 minutes de blocage d'un Thalys à Bruxelles, ça veut dire que il venait d'Amsterdam, c'est tout le monde qui est bloqué le long. Hein. Et il était très fier de lui. Un, il s'est ridiculisé, mais deux, le personnel de la SNCF, les contrôleurs, les conducteurs, ils savent très bien qu'il n'y a jamais eu d'incident technique. Ils savent très bien que c'est parce qu'il y a le numéro 3 de la SNCF qui est en retard qu'ils ont immobilisé. Comment voulez-vous, après, que ces salariés respectent leur direction? Impossible. C'est tout simple, mais c'est une partie de la réalité de ces entreprises. Quand je ne peux pas respecter ma direction, eh ben c'est parti. Et les pratiques qui se développent, évidemment, on peut les comprendre, alors que quand je respecte, eh bien je ne vais pas avoir les mêmes pratiques. Alors sur les solutions, l'exemple des textiles est un excellent exemple, mais je vais donner peut-être une partie. Alors d'abord, personne n'a de solution comme ça, du jour au lendemain, ça ne serait pas vrai. Mais il y a quand même un certain nombre de voies. Et il y en a une qu'on a vue, c'est pour ça que j'ai fait ce petit retour historique, quand je vous ai parlé d'une concurrence, qui était une libre concurrence, mais qui était cadrée. Et je vous ai dit qu'il y avait des règles qui avaient été mises dans les corporations pour que la concurrence soit loyale. Eh bien aujourd'hui, notre problème en France, à mon sens, c'est pas l'épaisseur du code du travail comme on nous en parle périodiquement. Oui, le code du travail est épais, oui, il est complexe. Enfin, est-ce que le code des impôts est plus simple? Le code du commerce? Celui de la construction? Moi, je peux tous vous les passer en revue. Nous avons des codes complexes, et sans doute trop complexes, y compris le code du travail. D'accord. Mais enfin, c'est pas ça le problème. Ça, on peut, à la marge, peut-être travailler, mais on ne travaillera qu'à la marge. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé, dans un marché qui est l'Union européenne. Alors vous ne le savez peut-être pas, moi j'adore la lessive. Si je gagne au loto, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire construire une usine de lessive puisque j'aime ça. Je la fais construire où? En France ou en Bulgarie? En Bulgarie, fiscalement, rien, enfin 2 valises sous la table, je connais bien la Bulgarie, hein, on travaille beaucoup avec les syndicats d'Europe de l'Est, donc je les connais bien. Donc sous la table, 2 valises de billets de banque, voilà pour la fiscalité. Pour l'environnement, tout le monde s'en fout, hein, je peux dégalasser tout l'environnement autour et faire crever mes salariés au bout de 10 ans parce qu'ils auront avalé des matières toxiques, c'est pas grave. Et pour le droit du travail, minimum. C'est-à-dire que tant qu'on nous met dans une compétition sans avoir, si ce n'est les mêmes règles du jeu, des règles du jeu approchantes, on ne pourra pas s'en tirer. Notre solution économique et en partie sociale, elle vient d'une régulation qui fait que la concurrence doit être loyale, c'est-à-dire qu'on doit avoir des règles du jeu qui soient à peu près les mêmes en matière fiscale, environnementale et sociale. Tant qu'on accepte de ne pas avoir les mêmes règles du jeu, on ne pourra pas s'en sortir. Et vous aurez des chemises, d'ailleurs 1 € la chemise là-bas, ils fabriquent cher, hein. On trouve moins cher maintenant. Donc vous voyez, on n'arrivera pas. Et une partie de la solution, c'est ça. Alors ça peut passer aussi, et ça passe aussi par nous. Nous sommes des consommateurs. Aujourd'hui, en tant que consommateur, je peux, quand je fais un achat, arbitrer entre un prix et une qualité. Je n'ai aucune information sur le respect des normes fondamentales du travail. À nous de travailler pour que, quand j'achète un produit ou un service, j'ai une pastille bleue, par exemple, et que s'il y a la pastille bleue, je sais que les salariés, qu'ils soient ici, plus loin ou à l'autre bout de la planète, ont été correctement respectés, avec un salaire décent selon le niveau de vie du pays, bien évidemment, une protection sociale qui leur permette d'avoir une retraite, s'ils ont un problème de santé, de ne pas être jetés à la rue. Enfin, ce socle-là. Mais je n'ai pas cette information. Et ça permet, ou ça permettrait de relever les conditions sociales dans un certain nombre de pays,
Et donc de développer aussi une économie. Et d'avoir une concurrence plus loyale. Et je ne vous parle même pas au niveau fiscalité. Si vous regardez les chiffres, alors je n'ai pas les derniers chiffres, mais j'ai les chiffres d'il y a 3 ans, de l'agriculture. Eh bien, il y a 3 ans, les Pays-Bas exportaient en volume de matières agricoles plus que la France. C'est simplement pas possible. Regardez la surface de la France, regardez la surface de la Hollande, il est impossible qu'en volume, les Pays-Bas puissent exporter plus en matière agricole. Alors, où est le truc? Bien, le truc, c'est qu'ils jouent sur des règles fiscales, notamment, que la plupart des roses qui sont vendues en France poussent au Kenya, sont importées en Hollande, et là, ils coupent une feuille et ils mettent Made in Hollande, et ils ont tous les avantages de l'Union européenne. C'est absolument anormal. Et je ne vous parle pas de la fiscalité au Luxembourg, etc. Une partie de la solution est là. Ce n'est qu'une partie. La solution sur nos problèmes, elle vient de nous. Elle vient du respect de la personne. Elle vient de comment on construit une société. Est-ce que je fais l'effort de respecter l'autre? Et elle passe par les valeurs, mais pas qu'affichées, mais mises en action. Et aujourd'hui, on est dans une société qui va très mal. Enfin, l'engagement syndical, c'est l'engagement contre la marchandisation de l'humain. Nous sommes aujourd'hui dans une société où on arrive à nous dire qu'on peut vendre et acheter des enfants. Et que c'est très bien, que ça va choquer personne, parce que c'est pour les gens du showbiz. Vous vous rendez compte un peu? Et ça, c'est accepté. Ça passe. Mais alors, si j'accepte qu'on puisse vendre et acheter des enfants parce que j'en veux et je peux payer, ça s'arrête où? À partir de quel âge on ne peut plus vendre ou acheter un être humain? Et tant qu'on n'ira pas au fond de ces problèmes jusque-là, on n'aura pas de solution au mal-être de nos sociétés. Il faut poser les choses et les poser en vérité, mais on ne les pose pas. Et moi, je peux comprendre que des gens souffrent de ne pas avoir d'enfants. Hein. Je le comprends tellement bien que pendant des années, j'en ai pas eu. Et que nous avons des enfants qui sont adoptés. Mais on n'a jamais voulu acheter d'enfants, on n'a jamais acheté d'enfants. Un être humain ne s'achète pas, jamais. Et nous sommes dans une société tellement matérialiste qu'aujourd'hui on nous explique qu'on peut exploiter des femmes malheureuses à l'autre bout de la planète parce que j'en veux, j'ai les moyens. Eh bien, tant qu'on sera dans cet engrenage, il est mortel pour nos sociétés. C'est carrément la loi du plus fort, qui n'est jamais la loi du plus juste. Et donc il faut revenir, en reposant les choses, sur plus de justice. Ce qui est normalement la voie syndicale. Quand je dis voie syndicale, c'est l'action syndicale dans les entreprises, et je vous l'ai dit au départ, ma conception d'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, et je ne suis pas en opposition avec les chefs d'entreprise. Ça peut l'être. Quand dans mon entreprise, quand j'ai créé la section syndicale et que j'ai demandé des élections pour un comité d'entreprise, le lendemain, j'avais plus de téléphone, j'avais plus de bureau. Alors je suis revenu, c'était une entreprise de 120 personnes, tout se sait, tout s'observe, tout s'entend. J'ai vu la chef du personnel qui est en même temps chef comptable, et dans l'histoire ça a un peu son importance. Et je lui ai dit, écoutez, je m'en vais, je reviens cet après-midi, où j'ai de nouveau mon bureau, mon téléphone, mon poste de travail, j'oublie ce qui est arrivé, voilà. Désolant, mais bon, voilà, une erreur, ça peut arriver. Ou si je n'ai pas mon poste de travail, vous irez vous expliquer, mais pas devant moi, mais devant le juge. Et à l'époque, c'était avant les lois Macron, c'était le juge pénal. Ça fait réfléchir. Donc l'après-midi, j'avais mon bureau, mon téléphone, etc. Ce qui était la meilleure campagne électorale qu'on pouvait me faire, puisque tous les salariés se sont dit, oh, celui-là, pour nous défendre, il va nous défendre. Alors. Et puis, ça a été très difficile. Ça a été pour avoir les locaux, pour avoir, etc. À chaque fois, c'était procès, huissier, machin. Bon, la guerre, quoi. Ce que je ne souhaitais absolument pas, mais pour faire respecter ce droit-là, il fallait la guerre. Et à la fin, j'ai bien compris pourquoi il y avait la guerre. Comité d'entreprise, c'est accès aux comptes. Une fois qu'on a eu accès aux comptes et qu'on a analysé les comptes, on s'est rendu compte que la chef du personnel, chef comptable et le directeur général détournaient de l'argent. Donc je suis allé voir les actionnaires. Très grosse fortune. Pour eux, c'était un petit truc dans leur très grosse fortune, mais quand on leur dit, oui, vous êtes en train de vous faire voler et gruger, le petit délégué syndical, vous le croyez ou vous le croyez pas, mais voilà, moi, ce que j'ai
comment je lis les bilans, les comptes de résultats et les factures. 3 jours après, directeur général, un nouveau chef du personnel, terminé. Et là, j'ai eu des relations qui étaient des relations tout à fait bonnes avec la nouvelle direction. Relations que j'ai toujours, ils sont à la retraite, on se voit. Quand je dis bonnes, c'est quand on discutait des salaires. Moi, j'essayais d'en avoir plus. Et on me répondait à juste titre, tout de même, vous êtes bien gentil, mais il y a des équilibres financiers. Et la bonne réponse dans ces cas-là, c'est pas d'être un abruti de syndicaliste qui dit non, on en veut plus, ni d'être un abruti de syndicaliste qui dit oui, patron, vous avez raison. La bonne réponse, c'est de dire des équilibres financiers, mais certainement, regardons-les ensemble. Et parlons-en ensemble, et construisons ensemble. Et c'est possible, on l'a fait. Et je dis ça pour vous montrer que le vrai syndicalisme, c'est ce qui peut construire la société, c'est de cesser cette opposition systématique pour construire ensemble, parce que partout, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, comme il peut y avoir des hommes et des femmes de mauvaise volonté. Eh bien, mon pari pour l'avenir, c'est celui sur les hommes et les femmes de bonne volonté. Donc, je crois que la solution, elle est là. Merci. Juste avant de donner le micro, je me dis qu'on va être sans doute obligé à son liste d'organiser bientôt des lectures régulières de ce gros pavé de la doctrine sociale de l'Église pour être bien inspiré et pour être des citoyens actifs. Oui, je remarque en fait dans l'assistance qu'il y a des personnes assez variées. Mais donc les mobiles sont variés pour assister à cette soirée. Donc bon, ça sera un petit peu intéressant de savoir un petit peu ce qui vous a motivé chacun donc, à participer à cette soirée. Donc pour ma part, ça va être peut-être curieux. Donc je ne suis pas à la retraite, mais je suis plus en activité. Donc j'ai été longtemps à travailler dans l'informatique. J'ai participé depuis ma retraite à beaucoup d'actions dans des associations donc caritatives essentiellement, ou bien linguistiques. Donc j'ai été président d'une association de langue dans le secteur, pas sur Senlis, mais donc en l'occurrence sur la Morlaix. Et également j'ai participé à des actions de Gilets jaunes avec nos amis de Senlis. Ce sont des amis, parce que en règle générale, ça se termine par de la fraternité poussée, je dirais, à haut niveau. Donc voilà pour la présentation. Donc quant à mon mobile, effectivement, c'est poursuivre, si possible, un cheminement pour trouver effectivement des solutions. Alors, les solutions syndicales, elles m'échappent parce que je ne suis plus dans le domaine du travail, bien sûr. Je vois des jeunes qui doivent y être, forcément, et d'autres peut-être qui ont la chance encore de travailler. Ce n'est pas mon cas. Donc il y a d'autres motivations que celle-là, que de trouver, effectivement, dans le domaine donc, du bénévolat, puisque ça a été le mien à partir du moment où j'ai entre guillemets chuté, comme beaucoup, à ne pas pouvoir retrouver d'activité professionnelle, je me suis consacré exclusivement à des activités de bénévolat. Donc non rémunérées, hein, j'entends bien, hein, parce qu'il y a des personnes qui arrivent quand même à faire du bénévolat tout en étant attribuées. C'est assez curieux, mais j'en connais. Donc voilà ce qui est pour ma personne. Donc ce qui a motivé donc, ma venue, c'est de rencontrer d'autres personnes qui ont effectivement ces problématiques de recherche. Je dis bien recherche parce que, en gros, je travaille tous les matins sur des problèmes sociaux. Donc ce sont des recherches aussi bien donc, je dirais simplement sur Internet, qu'avec vraiment des journées où je participe activement à des actions caritatives.
Alors, merci parce que ça me permet de rectifier quelque chose sur la valeur travail que je n'ai pas dit et qui est pourtant important. C'est que dans la notion sociale chrétienne du travail, il y a évidemment toute la partie bénévolat. Les jeunes qui encadrent les mouvements scouts le dimanche, ils travaillent. D'ailleurs, les parents qui élèvent leurs enfants, ils travaillent au sens chrétien du terme. C'est un vrai travail. Le bénévole travaille dans notre notion. Donc, ça dépasse bien la notion économique et ce temps. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de temps pour le bénévolat. Moi-même, j'ai fait 10 ans d'accueil de rue des sans-abri en bénévole avec une équipe le soir, la nuit, ce qui est une autre expérience intéressante. Et d'ailleurs, je ne comprends pas les hommes politiques qui ouvrent leur grande bouche pour nous dire qu'eux, ils vont supprimer par leurs mesures sociales les sans-abri. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut prendre beaucoup de dispositions et de dispositifs, mais il y a des gens, et c'est leur espace de liberté, qui choisissent de rester dans la rue. On peut leur tendre la main, on peut leur conseiller, on peut leur... mais c'est plus complexe parce que l'être humain est complexe et c'est plus complexe que ça. Et puis sur le syndicalisme, bien sûr, j'en parle parce que mais il y a bien d'autres choses, et bien d'autres formes. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres outils. Et cet outil, si on s'en sert pas, ben, il ne sert à rien. Si on s'en sert mal, il peut casser. Et si on s'en sert bien, on peut faire beaucoup de choses bien avec. Et je voudrais terminer parce que demain matin, je me lève tôt, j'ai une autre conférence. Et je vais me lever tôt, donc le temps de rentrer. Sur les solutions, il y en a une quand même aussi, c'est... et je pensais aux Gilets jaunes, c'est ceux que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu voir, et que je suis resté... D'abord, ils retrouvent du lien social, souvent, vous l'avez dit. Les gens qui se sentent un peu esselés, ben non, on n'est pas seul. Et ça, c'est très important. Une société qui est une société de plus en plus de solitude et d'égoïsme. Mais il y avait un besoin à chaque fois de sens, de projet collectif. Et effectivement, aujourd'hui, si on rencontre des hommes et des femmes politiques, et qu'on leur pose la question, quel est notre projet collectif? Ben, ils n'en ont pas. On va rétablir l'équilibre des comptes. Ça, c'est pas un projet collectif. Hein. Oui, il faut rétablir l'équilibre des comptes, d'accord. C'est pas un projet collectif. Est-ce que j'enthousiasme un peuple, une nation, des jeunes, en disant on va rétablir l'équilibre des comptes, on va faire du 0,3%, machin, etc. Absolument pas. Quelle est cette incapacité que nous avons à offrir un projet collectif? Alors qu'il y a des tas de choses, on va en prendre qu'une. Vous savez ou vous ne savez pas que quand on regarde l'avenir, à mon sens, pour les pays, c'est l'espace. L'espace que nous avons. Pas forcément l'espace là-haut, mais l'espace que nous avons. Eh bien la France, en termes d'espace, sur la planète, c'est la deuxième puissance mondiale, derrière les États-Unis. Grâce à tous nos confettis, tout ce que nous avons, toutes nos îles, nos territoires d'outre-mer. Deuxième puissance mondiale. Qu'en fait-on? Rappelez-vous, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains se sont lancés à la conquête de l'espace pour aller faire le guignol à 3 bonshommes sur la Lune. Mais ça a servi à bien autre chose. Ils ont eu un projet collectif. Ils ont enthousiasmé leur nation. Ils ont fait l'admiration du monde entier. Autour de ce projet, ils ont fédéré. Ils ont fait des découvertes qui servent à bien autre chose qu'aller faire des petits bonds sur la Lune. Mais enfin, la France, on est une puissance maritime. En tout cas, on a l'espace maritime. On a encore un savoir-faire. Qu'attend-on pour se dire, eh ben là, on y va, on fonce, on entraîne l'Europe, on a un projet, et on y va, une conquête des océans douce, pacifique, respectueuse de l'écologie, etc. Mais on y va. Et si c'est pas ça, c'est autre chose. Tout ce qu'ils savent nous proposer, c'est de faire les comptes à la fin du mois. Eh bien, je vous ai dit que j'étais un ancien parachutiste, j'y suis allé non pas par hasard, mais par choix, parce qu'on m'offrait autre chose comme dimension que faire les comptes à la fin du mois. Et je vais peut-être terminer ma conférence par quelque chose qui m'a frappé, et qui est très significatif sur notre société. J'ai un ami qui a fait toute sa carrière dans les commandos marines. Il a fait toute sa carrière dans les commandos marines, il a terminé pas très loin d'ici, à la tête du COS. Le COS, c'est le commandement des opérations spéciales, qui est à Creil. C'est pas un enfant de cœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait les différents théâtres d'opérations modernes, de ces dernières années, ces dernières décennies,
qui a été amené à faire tuer, et sans doute lui-même à tuer. Pas par plaisir, pas par vice, hein, par nécessité, pour des intérêts qui sont nos intérêts. Maintenant, c'est un jeune retraité des armées. Et avec ses compétences, il est retraité, mais il retrouve du travail vers des missions. Qui lui confie des missions? Qui vient le chercher pour ses compétences? Des multinationales ou des cabinets, des grands cabinets de conseil internationaux. Que me dit-il? Et là, j'ouvre les guillemets. Je n'imaginais pas l'inhumanité de ces gens. Je n'imaginais pas l'inhumanité de ces gens. Et il ajoute, ils n'ont pas des salariés, ils n'ont pas des personnes, ils gèrent des coûts. Bien ça nous tue. Et je ne parle pas des entreprises en général. Hein. Je ne parle pas des PME, je ne parle pas même de Michelin, je parle de grands cabinets internationaux de conseil, de grandes multinationales. Alors que lui qui a fait des choses très difficiles et qui emmenait des gens faire des choses très difficiles où ils risquaient leur vie, où certains ont laissé leur peau, mais il a toujours eu le respect de la personne. Je pense que la solution, en fait, merci de la question, tant qu'on n'aura pas le respect de la personne, avec toute notre diversité, avec nos capacités, avec nos faiblesses aussi. Le respect de nos faiblesses. Ouais, je vais terminer encore par autre chose parce que ça m'y fait penser. J'ai travaillé, je siège au Conseil économique, social et environnemental. J'ai fait partie de la commission qui travaillait sur la fin de vie. Eh bien, j'ai vu la différence, à mon sens, qui est très, très significative. On pense ce qu'on veut quand on a été traité du suicide assisté ou de l'euthanasie. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a ceux qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils possèdent le savoir, la vérité. Ils sont capables de contrôler la vie et la mort. Et donc ils avancent, parce qu'eux, ils savent, parce qu'eux, ils n'ont pas de faiblesse. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent « l'être humain est complexe. Nous avons une part de doute. Nous avons des faiblesses, on commettra des fautes et des erreurs. » Eh bien, c'est vraiment deux choix de société. Parce que ceux qui avancent en disant « nous savons, nous avons la capacité d'être les maîtres de la vie et de la mort », toujours ils vous installent la tyrannie. Alors que ceux qui disent « oui, j'ai une part de doute, oui, il y a une complicité, une complexité, oui, je peux commettre des erreurs et j'ai des faiblesses », c'est ceux qui reconnaissent la véritable nature humaine. Et si j'ai la capacité de reconnaître que j'ai des faiblesses, alors j'ai la capacité d'accepter la faiblesse des autres et la capacité de surmonter ces faiblesses et de m'améliorer. Et pour la société, méfiez-vous toujours de ceux qui vous disent « je sais tout, j'ai la capacité de choisir et de faire la vie et la mort ». Ces gens-là sont dangereux et je crois qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Merci de votre attention.